On va parler évidemment de Miralta Edito. Alors on est sur de la bêta lecture professionnelle et du conseil littéraire, du coaching éditorial. Il y a un campus Miralta. Bref, que de belles choses, de beaux projets. Avant ça, moi je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Je l'ai un tout petit peu modifié, presque pas, Ok. parce que sinon les gens ici me flinguent si je change trop les choses. Mais tout d'abord, si tu étais un livre de chevet pour faire connaissance, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Hmm. Mon livre préféré, je pense, La Nuit des Temps de Barjavel. Pourquoi? Un peu compliqué de dire pourquoi. J'ai été vraiment choquée dans le bon sens du terme par ce livre quand je l'ai lu. C'est le genre de livre, on le lit et puis on se dit waouh, et puis on y pense pendant de nombreuses journées après. Et j'ai jamais vraiment osé le relire parce que j'avais peur de pas être aussi choquée une seconde fois. Donc ce livre, je pense. Je lis très peu de SF, je ne lis jamais de romance, et pourtant c'est le livre que j'ai préféré. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur-là, donc je te rejoins. Et alors, j'ai en tête qu'il y a quand même une histoire d'amour. Bon, après, Ouais. ça, moi, c'est parti en sucette, j'ai commencé à tuer tout le monde dans mes livres, mais franchement, à la base, j'ai adoré ce livre. Et bonsoir Ah Driss, oui, au il est passage, extraordinaire, bienvenue. incroyable. Tu as des bonjours dans tous les sens, alors je pense que tu as le retour Bonjour. de l'antenne. Je ne sais pas si c'est assez grand pour le chat pour que tu vois les commentaires, mais je pense que Si, oui. si, j'ai un grand écran en fait. Alors tu Donc, peux mettre en plein écran et tu ouais. verras, à mon avis, très bien. Top. Bah, écoute, Barjavel, je fais des cœurs partout. J'en profite pour vous qui n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas, dans le chat, vous pouvez jouer en même temps que Marion et nous donner vos réponses. Elle copiera pas, elle est pas comme ça, Marion, j'en suis sûr. Si tu Non. étais un format de livre, par exemple poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, tout à fait autre chose, tu as le Bah, droit à tout. poche. Poche, c'est bien pratique quand même. Mais vous voyez un petit peu derrière. Poche. On peut l'amener partout. J'aime pas trop les sacs à main, donc c'est bien. C'est pratique. C'est Sur petit. les étagères. C'est Et moins donc, cher aussi. le belge qui nous dit, bah, tu as le même problème, je ne relis jamais ceux que j'aime énormément pour ne pas perdre la magie. Bah oui, poche, poche, poche. Si tu étais, alors, la valeur phare d'une maison d'édition, tout en haut de la liste. Hum, la valeur phare, c'est-à-dire d'une maison d'édition en particulier? Si, voilà, une qualité, enfin la qualité que tu mettrais tout en haut de la liste pour une maison d'édition comme tu les aimes. Et puis on en parlera évidemment plus longuement après, mais... Je pense que c'est la bienveillance. C'est très important dans mon métier d'éditrice, mais aussi avec les maisons d'édition avec lesquelles je collabore. Souvent, ce qui est un peu dommage et ce qu'on rencontre trop souvent, c'est des maisons d'édition qui font des livres pour faire des livres, mais qui ne pensent pas vraiment au lecteur derrière. J'ai la chance de pouvoir collaborer avec des maisons d'édition qui m'envoient leurs livres pour que je donne mon avis, notamment en tant que lectrice sur les réseaux. Et je pense à Kalman Levy, notamment, que je lisais pas énormément en tant que lectrice avant d'être sur les réseaux. Et le contact que Kalman Levy a avec les personnes qui lisent est assez formidable. C'est très bienveillant. Ils veulent connaître les avis, mais vraiment pour s'améliorer. Ouais, c'est très bienveillant. Ils font des événements, des jolis événements. Ils prennent soin des lecteurs. Et c'est important aussi des maisons d'édition qui prennent soin des auteurs également. Et je pense là à, et je me souviens plus, bien évidemment, l'Iconoclaste, qui publie très peu d'auteurs, mais qui les chouchoute comme jamais, et qui est très proche des auteurs et des autrices qui publient. Et ça, c'est très important, parce que oui, c'est un travail de vente. L'objectif, c'est de prendre un texte et puis de le vendre à un maximum de personnes. Mais il y a des humains derrière, et c'est aussi important, quoi. Donc, la bienveillance, je dirais. Et si tu étais un rayon dans une librairie? Sciences humaines. Mais c'est un peu biaisé, c'est parce que c'est là où j'achète le plus, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon travail. Mais... Ou alors la table au milieu des nouveautés, ou la table là où il y a les petits avis. Je suis très influencée par ça. C'est Donc, vrai, ça ouais. marche sur toi, les petits papiers colorés comme ça, avec les... Ah, c'est génial, c'est coloré, ça attire le regard, puis c'est un avis humain encore, donc ouais, totalement. L'iconoclaste, c'est top. Vous, ça marche sur vous dans le chat, quand il y a des petits papiers, des couleurs et des petits mots des libraires? Parce qu'en général, ils connaissent bien leur métier, ils savent de quoi ils parlent.
ils savent quoi dire pour nous faire craquer. Moi, Exact. j'ai jamais su rentrer dans une librairie sans acheter quelque chose. C'est incroyable. Je pense que j'ai un problème, mais bon. Si tu étais un marque-page original, J'utilise tout sauf des marque-pages. C'est pas bien, mais je corne les pages. Et sinon, les post-it, les chouchous, même une moustache de mon chat, un jour. J'ai fâcheuse tendance à pas trop respecter mes livres, alors que je suis éditrice un peu, mais bon, je corne parfois, sinon des stylos, des chouchous, de la crème pour les mains, enfin le tube. En général, c'est souvent des choses insolites qui se trouvent dans mes livres. Ouais. c'est intéressant. Les moustaches de chat, on me l'avait jamais faites. Je note. Mon chat a perdu une moustache, je l'ai gardée parce que c'était drôle et puis ça a servi de marque-page. Ouais. Ah, par contre, il y a une vraie bataille sur ceux qui cornent les pages et ceux qui ne les cornent pas, hein. Je tiens à te le dire. C'est bien. Et au passage, mais Driss nous dit qu'il adore tes vidéos, mise en scène, séries policières et même fantasy. J'ai beaucoup ri avec la policière. C'est pas du tout des clichés, mais ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est quand même très très juste. On va en parler de TikTok et tout ça évidemment ce soir. Si tu étais un personnage, J'ai pas envie d'être un protagoniste parce qu'ils vivent trop de choses, les pauvres. Peut-être un personnage secondaire du coup, c'est plutôt sympa comme place. On sait qu'on est protégé par le protagoniste et puis on n'est pas chef quoi, on décide pas, il n'y a pas de grandes décisions à prendre. Donc oui, un personnage secondaire. Maintenant, quel personnage secondaire? Pas Ron ou Hermione, ça c'est sûr, parce qu'ils vivent quand même pas mal de choses, les pauvres. Mais pourquoi pas, ouais, un personnage secondaire dans une romance, c'est très plan-plan. Comme ça, on est sûr d'être vivant à la fin. et t'aimes bien être Je dans les pense. coulisses toi plutôt alors que sous le feu des projecteurs. Ouais, c'est compliqué d'être personnage principal quand même. C'est une grande responsabilité. On n'a pas trop le droit de. On nous donne des faiblesses, des désirs. C'est un peu complexe, quoi. Et puis on nous empêche d'avancer. C'est pas sympa quand même. C'est un peu compliqué. Personnage secondaire, c'est sympa. C'est plan-plan. Du style la meilleure amie de l'héroïne d'une romance. On donne des conseils, on se mouille pas trop. C'est plutôt ça, ouais. Si tu étais un temps de conjugaison, Le présent. J'aime bien lire au présent. C'est un peu plus compliqué à écrire, mais j'aime bien. je confirme, c'est plus compliqué, mais j'aime bien aussi. Si tu étais une musique ou la bande son peut-être de ton travail, ce serait quoi la bande son de ton travail? Beaucoup de bandes de BO de jeux vidéo pour corriger, pour travailler les textes. The Last of Us, notamment. J'aime beaucoup The Last of Us, tout ça, ouais. C'est très prenant. Il faut pas qu'il y ait de paroles, parce que sinon, après, je chante et je suis plus concentrée. Mais soit ouais, Lofi ou The Last of Us, c'est très bien. Si tu étais un signe de ponctuation, Hmm. Hmm. Le point. Le point. Bon, ça marque la fin et le début d'un renouveau. C'est plutôt sympathique. Et puis un livre, ça se termine par un point en général, donc ouais, un point. et si tu étais un verbe pour terminer ce petit questionnaire, parmi Un tous nos verbe. jolis verbes, Oh là là, c'est compliqué ça. Moi, je connaissais pas les questions à l'avance. Un verbe, c'est un peu complexe. pendant ce temps-là, Camille nous dit le chant c'est mortel pour la productivité littéraire, je le confirme. C'est terrible. La radio ou des chansons à texte, moi j'en suis incapable, je suis obligé d'écouter aussi des. Surtout Voilà. en français, c'est Ah oui. fichu. Un verbe, je sais pas trop. Hésiter. Pas mal. Hésiter peut-être. Pleuvoir. Pourquoi Parce qu'on pas? peut pas on dit il pleut, c'est tout. Comme ça, on n'a pas trop le choix. Pleuvoir. Ça me va très très bien. Miralta Edito, c'est une agence éditoriale, hein, je le disais, avec un très beau site avec plein de choses. C'est aussi quand on creuse, c'est couteau suisse, hein, avec plusieurs services, parce que ça se développe évidemment comme activité. Et je te propose de les parcourir, hein, pour présenter ce que tu fais au quotidien, finalement, c'est un peu le but. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet? Oui. On va partir du début, tant qu'à faire. Hein. Alors, le début. Tout commence à la fin de ma licence pro, alors que je me disais, chouette, je vais être bientôt diplômée,
après de longues années d'errance dans mes études. J'ai fait prépa littéraire, après un bac S. J'ai fait de la philo, de l'histoire de l'art. Je suis partie en classe prépa commerce. Je ne savais pas quoi faire. Je suis tombée sur l'édition. Je me suis dit, chouette, j'ai trouvé ma voie. C'était bientôt la fin de l'année universitaire. Enfin, le diplôme et bim, Covid. Premier confinement. Et c'est terrible parce que je me dis, bon, non seulement tout s'arrête, mais en plus, mon diplôme, il va être un diplôme Covid, un truc assez inédit que personne ne connaissait encore. Est-ce qu'il va avoir une valeur sur le marché du travail? En plus de ça, je sortais de la fac de Toulouse, qui n'est pas la première fac de France en termes de diplôme. Et en plus de ça, je sortais de licence pro, mais j'avais 26 ans, il y a 2 ans. Donc, je me disais que j'allais m'arrêter là pour mes études. Maintenant que j'avais trouvé ma voie, c'est bon, je vais devenir éditrice et on va s'arrêter là. Mais voilà, diplôme Covid. J'ai mon diplôme, du coup, à retardement, parce que, bien évidemment, le Covid, personne ne connaissait, le travail à distance n'existait pas. Et donc, j'ai mon diplôme décembre 2020. Et là, je me dis, bon, je fais quoi? Et je me lance en freelance. Quand on se lance en freelance, en éditrice, en éditeur freelance, soit on a un papa qui s'appelle Monsieur Gallimard, soit on a un papa qui fait absolument pas de l'édition. Et dans ce cas-là, eh ben, on se débrouille. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancée sur Instagram. Miralta. Pourquoi Miralta? Mon chat s'appelle Mira. C'est un peu honteux comme justification, mais Altamira, c'est une jolie grotte en Espagne, dans les Pyrénées. Et c'est là où on a retrouvé la première trace d'écriture des dessins des premiers hommes. C'est la première trace du coup de communication, donc des dessins, mais aussi d'écriture par extension. Et du coup, Altamira, ça existait déjà, donc hop, on inverse Miralta. Je me lance sur Instagram. Et là, je me sens un peu bête, parce que sur Instagram, j'ai 2 abonnés, ma meilleure amie et ma mère. Et quand on se lance sur un réseau social, c'est toujours un peu bizarre. Il faut faire comme s'il y a des personnes qui nous écoutaient. Il faut parler, il faut créer des contenus, et il n'y a personne en face. Donc je me lance, je touche le RSA les 3 premiers mois, et en fait, ça prend assez vite. Ça prend au début lentement, le premier mois, parce que je ne sais pas trop comment faire. Je tâtonne. Personne n'a créé d'entreprise dans ma famille, c'est tous des profs de français. Donc, je ne sais pas trop comment faire, puis je tâtonne, je trouve mon truc, et je parle d'édition avec passion, et je pense que c'est ça un peu qui a payé aussi. Avec passion et puis aussi avec simplicité, quoi. Mon objectif, c'est pas de montrer que je suis une tronche ou que la littérature, c'est fait pour les êtres hauts et spirituels, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai envie de partager au plus grand nombre, et puis c'est ça qui a payé. Au final, je trouve des missions grâce à Instagram. Donc au début, c'est des missions de correction, de réécriture. Il y a des maisons d'édition qui me contactent grâce à Instagram, notamment Hachette. Et je travaille pour elles aussi. Donc je travaille d'un côté avec des maisons d'édition, de l'autre avec des auteurs indépendants, pour les accompagner dans l'auto-édition et pour trouver des maisons d'édition. Et puis je fais ça, et ça me plaît beaucoup. Et un jour, je me lance sur TikTok. Pareil, je débarque sur TikTok. Je me dis, c'est quoi ce truc? Pour moi, TikTok, j'en suis là, hein, pour que tu saches. Je suis pile à ce moment-là de ma vie où je me dis, c'est quoi ce truc? Vraiment. Donc, je t'admire beaucoup, je me dis, un jour, je vais comprendre, tout va bien se passer. Vous marrez un peu dans le chat parce que vous savez très très bien. J'ai mis 3 pauvres vidéos et chaque jour, je me demande ce que je suis en train de faire. Chaque jour. Mais c'est pas grave. Quand on connaît pas le réseau, parce que chaque réseau a ses codes. Donc moi, au début, sur TikTok, qu'est-ce que je fais? Je reposte mes vidéos d'Instagram. Puis je me rends vite compte que c'est pas pareil, quoi. Que ça marche pas. C'est comme si on essayait de reposter des choses de Facebook sur LinkedIn. C'est pas le même ton, c'est pas le même public. Donc je crée des vidéos sur TikTok, et en fait, TikTok me plaît davantage parce que c'est spontané, il y a moins de montage, c'est moins façade, quoi. On peut davantage être soi. Je poste en fait sur TikTok comme les stories sur Instagram, alors que les posts Instagram, c'est voilà, on réfléchit, il y a du montage, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et donc je me plais sur TikTok, et mon entreprise grandit un petit peu. Il y a une alternante qui me rejoint, Fanny, qui est absolument essentielle à mon travail. Je diversifie un peu mes offres, et je me rends compte qu'en fait, ce que je fais, ça me plaît plus. Dans le sens où je me rends compte que je suis devenue
Une chef d'entreprise. Moi, ce qui me plaît, c'est avoir les mains dans le cambouis, retourner la terre, et je me retrouve à travailler avec des gens, des correctrices notamment, et les gérer et leur dire qu'il faut qu'elles travaillent la terre. Et en fait, non, moi, je veux travailler la terre, quoi. C'est pas intéressant d'être dans un bureau. Donc, je reviens un peu à l'origine depuis très récemment, et j'arrête toutes les prestations de réécriture, de correction, etc. Puisque j'ai envie d'être au plus proche, en fait, et de travailler avec l'auteur, l'autrice en face de moi, et d'où ces séances de coaching littéraire et éditorial, d'où le campus Miralta, qui est du coup une école d'écriture que j'ai lancée il y a quelques temps, qui a débuté en janvier. Et le campus Miralta, je m'éclate, c'est exactement ce que j'aime faire. C'est une école d'écriture pour apprendre à écrire un livre. Donc il y a des gens qui sont inscrits. On est peu, on est une vingtaine à peu près. Et il y a des ateliers d'écriture le soir, il y a des cours, on discute, on est sur Discord, on se tire vers le haut, il y a de la bêta lecture, il y a de l'alpha lecture. Ils demandent des fiches techniques que je fais en temps réel, on rigole, on discute, et on apprend ensemble. Et c'est ça que j'aime faire. Voilà. Donc j'en suis. On va évidemment y revenir un peu plus dans le détail à ce campus, au coaching, etc. Je me rappelais, ça m'a fait rire en préparant, un de mes professeurs qui disait toujours que pour connaître quelqu'un, c'est toujours intéressant de regarder ce que la personne aime, et puis c'est encore plus intéressant de regarder ce qui l'énerve. Il avait tellement raison, et je me suis dit, quand je vois ton parcours, jeune parcours mais impressionnant, c'est une success story, hein, pour reprendre les termes, parce qu'on parlait de TikTok très rapidement, j'ai été jeter un œil, je pense qu'il y a 177 000 personnes pour l'instant, si j'ai bien vu. Et je ne sais plus combien, mais je pense que c'est 16 000 sur Instagram, si je me rappelle bien. J'ai les chiffres plus bas dans ma conduite, mais je le fais de tête. Vous avez vu, ça c'est impressionnant à cette heure-ci. Donc on parle quand même de quelque chose d'incroyable en très peu de temps. C'est qu'il y a de la qualité derrière, bien évidemment. Mais je me disais, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le milieu de l'édition selon toi ? Parce que je sais que dans tes vidéos, tu aimes bien en parler. On va évidemment revenir sur l'aspect vulgarisation, communauté, etc. Mais je me suis dit, tu es partie aussi de choses qui t'énervaient. Je pense que c'est ce que j'ai compris, que tu ne voulais pas être une éditrice comme les autres. Il y a des choses qui t'énervent vraiment et tu voulais travailler différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'énerve vraiment, ou ce qui t'énervait et qui va mieux? On ne sait jamais. Dans l'édition. Je sais pas si ça m'énerve vraiment. Mais disons qu'il y a une vision de l'édition, en tout cas une vision de l'édition que je veux absolument pas incarner. Et c'est exactement les éditeurs en fait qui dédaignent les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est pour la plèbe, c'est pour le bas peuple, c'est pour les gens qui lisent de la sous-littérature, c'est pas des lecteurs intéressants. Et je veux absolument pas être cette éditrice-là, vraiment pas. Alors heureusement aujourd'hui les éditeurs se rendent compte que c'est intéressant d'aller sur les réseaux sociaux, ils se débloquent un peu, et on le voit avec des grandes maisons d'édition qui débarquent sur TikTok notamment, mais qui n'arrivent pas à faire des trucs qui fonctionnent parce que c'est un peu encore, c'est trop joué, c'est pas assez spontané, voilà. Je pense qu'en fait quand on parle de littérature, dans tous les domaines, l'édition ça fait partie de la littérature, il faut dire vrai en fait, il faut pas jouer de rôle, il faut parler franchement. La littérature, un texte, c'est ce que l'auteur a à dire. Donc pas besoin de passer par des procédés pour, je sais pas, faire de la communication sur un livre, essayer de jouer un rôle. Pour moi, c'est pas très intéressant, quoi. C'est beaucoup plus parlant de dire des avis francs et puis de dire les choses. Je pense au Chant d'Achille, qui a été un livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui n'a pas eu une communication incroyable de la part de la maison d'édition. En général, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que la maison d'édition fait son job, mais strictement son job. Et il y a une fille, 10 ans plus tard, qui lit Le Chant d'Achille sur TikTok, qui en parle sur TikTok, et qui fait une vidéo où elle éclate en sanglots en disant que c'est le livre le plus triste qu'elle a lu de toute sa vie. Et là, le livre est vendu à 10 millions d'exemplaires. La maison d'édition est très contente, ma foi. Mais voilà, c'est ça qui marche. Et je fais pas ça parce que ça marche, je fais ça parce que ça me plaît, et c'est parce que ça me plaît que ça a marché, je pense. Je pense que si on fait les choses avec passion, oui, si on fait les choses avec passion, ça fonctionne. Si j'avais pas envie de faire des vidéos, déjà j'en ferais pas aussi souvent.
Et puis je pense que ça se verrait un peu aussi. Donc oui, et ce qui m'énerve, je sais pas s'il y a des choses qui m'énervent vraiment, parce qu'après, bon, chacun sa vision de la littérature, donc est-ce que ça m'énerve que des gens pensent comme ils pensent? Pas vraiment. Mais j'ai pas envie d'incarner l'éditrice parisienne prout-prout qui va à des événements où c'est seulement la haute population qui est invitée, et puis voilà, la littérature, c'est quelque chose, c'est un cercle fermé, privé. J'ai pas cette vision-là de la littérature, quoi. Voilà. T'es au bon endroit, je pense. Yes. Bienvenue à Les Livres de Midi. Bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Et puis, merci, Vibration Littéraire pour le lurk. Bienvenue en stub. Je pense que tu dois manger, à mon avis, aussi à un moment entre tes lives. Si tu n'avais pas été freelance, donc, sans dire que ton papa était Monsieur Gallimard, du coup, mais si tu avais pu faire ce que tu voulais, tu aurais aimé travailler avec quelle maison d'édition ou pas? Et pourquoi, en quelques mots? Alors, j'ai fait mon stage de fin d'études aux éditions Milan. Les éditions Milan, c'est des éditions jeunesse. C'était hyper intéressant. Mais je me suis rendu compte que quand on est éditrice dans une maison d'édition, on est dans la maison d'édition, donc déjà ça réduit le champ des possibles en ce qui concerne les livres, la diversité, mais en plus dans un département et dans une collection particulière. Donc quand on commence en tant qu'éditrice, soit on a de la chance et on est en littérature chez Pocket, et là c'est bueno, soit on n'a pas de chance parce qu'on n'a pas un CV incroyable, ou alors parce qu'on n'a pas un oncle qui s'appelle Kalman Levy, et du coup on n'est pas pistonné. C'est très compliqué de rentrer en maison d'édition. Et on se retrouve à faire des guides touristiques du Pérou à longueur de temps, et c'est notre métier, et on est éditrice après tout. On édite des guides touristiques. Mais c'est ça qui m'intéressait pas. Alors pas forcément les guides touristiques, mais le fait de me cantonner à un type de livre, un genre très précis, et puis me dire, peut-être dans 10 ans, j'aurai la chance de pouvoir diversifier, de changer de maison d'édition, ou peut-être dans 20 ans, je serai directrice de collection, mais ça arrive souvent aux hommes, donc peut-être pas. C'est pour ça que je me suis lancée en freelance. On en est encore là, tu crois, à l'heure Ah actuelle? oui, on en est Ça encore là, bien change sûr. pas encore dans ce milieu-là? Aux têtes des maisons d'édition, c'est toujours des hommes. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a très très peu d'hommes qui travaillent dans l'édition. Très peu d'hommes Mais en ils sont tout en pourcentage. haut. C'est un Ils peu sont ça tout le... en haut, bien évidemment, oui, oui. Ou alors ils sont maquettistes, graphistes. Il y a encore du chemin à ce niveau-là, j'ai l'impression quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a encore du chemin. Mais tu disais, les genres littéraires différents, ne pas rester cantonnés. Quand on voit aussi ce que tu proposes sur le site et autres, on voit que tu aimes l'éclectisme, hein, comme diraient les inconnus. Donc, ça représente quoi, la polyvalence chez Miralta Édito? En fait, j'adore me lever, me dire que je vais bosser sur, je sais pas, la structure d'un roman fantasy, que ensuite je vais devoir corriger un petit chapitre de romance, et ensuite avoir un Zoom pour un coaching avec une autrice qui veut écrire son histoire personnelle et qui sait pas par où commencer. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est les rencontres. Ce qui est intéressant, c'est les rencontres. C'est la vision que l'auteur ou l'autrice porte sur ce qu'il veut écrire ou ce qu'il est en train d'écrire. C'est ça qui est intéressant. Si je fais ce métier, c'est aussi pour les gens et pas vraiment pour le texte en lui-même. Sinon, je serais devenue correctrice, je pense. Mais je suis éditrice. Donc, le métier d'éditeur, c'est porter la voix d'un auteur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les voix différentes. Et je trouve ça dommage de porter toujours les mêmes voix. C'est pas hyper enrichissant. Des voix qui se ressemblent, c'est un métier aussi qui est toujours le même. Moi, j'aime bien faire des choses différentes, bouger, voilà. Je reste chez moi, hein, sur cette chaise. Donc, tant qu'à rester au même endroit, autant voyager un peu dans sa tête. Voilà. Et Camille nous dit, j'ai l'impression que les maisons d'édition ont beaucoup de mal à évoluer. Carrie Sack nous dit, c'est vraiment triste qu'on en soit encore là. Je suis assez d'accord. C'est triste. Vraiment, vraiment. Au niveau édition, donc, je disais sur le site, donc, la romance, fantasy, des livres de sciences humaines, tu en parlais un petit peu, sociolinguistique, parce que ça reste aussi dans ton domaine de prédilection, littérature jeunesse, tu en parles avec Milan et d'autres, ou encore de la science-fiction. Ça va, il y a de quoi faire pour un peu tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est que je
je lis que des polars, en fait, en tant que lectrice. J'aime beaucoup les polars, les romans noirs, les trucs, très tristes avec plein de meurtres. Je déteste Enchanté, lire Frédéric. enchantée. Mais je déteste lire des romances, par exemple, ça m'ennuie fortement. Mais par contre, travailler sur des romances, sur tout ce qui est, la construction, l'évolution des personnages, tout ça, ça me fascine. Mais j'aime pas lire des romances, par exemple, c'est pas mon truc. C'est plutôt à la Donc, construction. ouais, la construction, ça m'intéresse, ouais. On entend aussi parfois les uns et les autres opposer les édités, les auto-édités. Tu en as dit un mot tout à l'heure. Alors Oui. perso, je déteste cette guéguerre ridicule, soyons Oui. clairs, pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Ici, on invite des édités, des auto-édités. En fait, à mes yeux, il y a des gens qui écrivent des livres et puis ceux qui n'en écrivent pas parce qu'ils ont autre chose à faire et d'autres passions. Mais j'ai jamais compris en fait cette opposition stupide entre auto-édité et édité, parce qu'il y a des très très bonnes choses des deux côtés et il y a des très mauvaises choses des deux côtés aussi, et tout ça est subjectif de toute façon, donc c'est vraiment un peu bizarre. C'est une guéguerre que moi je trouve ridicule, mais j'ai l'impression que toi aussi, parce que de ce que j'ai compris, et tu peux nous en dire un mot, mais tu travailles avec vraiment les deux facettes, d'une part avec des gens qui ont envie de se faire éditer chez des maisons d'édition, etc. Et puis avec des auto-édités qui veulent gérer leur projet et avancer comme ça avec des gens de qualité, des prestataires de services. On en parlera un petit peu avec l'intelligence artificielle, hein, mais voilà. Toi, tu as vraiment la volonté de travailler avec les deux, si j'ai bien compris. Oui. C'est vrai que moi aussi, bon, je trouve ça cette guéguerre un peu ridicule. En un mot, la maison d'édition, c'est un système qui permet de confier son texte à une entreprise qui est une maison d'édition. L'entreprise accepte d'éditer le texte, elle accepte environ 1% de tous les textes qui sont envoyés. Accepte d'éditer le texte parce que cette entreprise considère pas forcément que c'est un bon texte, mais que ça va faire des pépettes, que ça va vendre. Donc, à l'origine, l'intention, c'est pas forcément, c'est un texte incroyable, très beau, magnifique. Alors bien sûr, en général, voilà, c'est des textes plutôt bien écrits, mais c'est surtout, ça va se vendre, ça va plaire en fait à un maximum de lecteurs. Et à partir de là, l'auteur n'a rien à payer, c'est la maison d'édition qui fait son travail. Par contre, sur les ventes, l'auteur touche entre 4% et 10% s'il a de la chance sur les ventes. L'auto-édition, c'est partir du principe qu'on s'édite tout seul, auto, et donc tout faire de A à Z. Forcément, ça engage des coûts parce qu'on corrige son texte. Si on ne sait pas faire, on doit le faire corriger. Si on ne sait pas éditer un texte, on doit le faire éditer. Si on ne sait pas mettre en page, on doit le mettre en page. Est-ce que la couverture, il y a une illustration ou pas, etc., etc. Donc on engage des coûts, on engage des coûts, on engage des coûts. Et à la fin, sur les ventes, a priori, on récupère tout, sauf la diffusion-distribution si on passe par des plateformes comme Amazon. Donc c'est deux modes d'édition différentes. Alors pourquoi cette guéguerre? Je pense que c'était parce qu'avant, il y avait une voie officielle pour se faire éditer. Alors même avant le siècle des Lumières. Et puis les textes qui étaient un peu honteux, qui allaient être censurés. Donc soit c'est parce que c'était des textes de fesses, disons-le, soit c'était parce que c'était contre ce qui était communément admis, donc la morale ou contre le système politique en place. Donc on passait un peu par des systèmes souterrains pour se faire éditer. Donc c'était un peu à la fois génial et subversif, parce que et à la fois nul, quoi. T'es pas dans ce qui est juste, dans ce qui est bon. Puis ça a un peu perduré. Et il y a eu une vision du coup de l'auto-édition récemment très mauvaise. C'est des mauvais textes forcément. Tout le monde peut se faire éditer. 1% des gens passent par des maisons d'édition. Donc, maison d'édition, auto-édition. En fait, on comprend très vite qu'il y a plein d'auteurs qui souhaitent juste être indépendants, avoir les droits sur leur texte, parce que quand on passe par une maison d'édition, on est dépossédé de son texte. Le texte ne nous appartient plus. Le texte appartient à la maison d'édition. On n'a plus les droits sur les textes. Et par contre, les droits d'auteur qu'on touche, c'est assez dérisoire. On se dit, mais pourquoi je ne touche que ça? C'est injuste. J'ai passé peut-être 5 ans de ma vie à écrire un texte et je touche 7%, c'est absolument dégueulasse. Alors oui, il y a du travail derrière. Ces pourcentages, ils sont justifiés ou pas, mais le travail, je le sais, le travail d'une maison d'édition est énorme. Il y a un travail de communication, il y a un travail de vente. Le livre sera bien mis en page, sera bien vendu. Il y aura du papier qualitatif, etc. Si on se fait éditer, forcément, auto-éditer, pardon, forcément, si on passe par KDP, l'impression est souvent dégueu, la mise en page pas extraordinaire, etc. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais aujourd'hui, il y a des auteurs et autrices qui veulent se faire auto-éditer, c'est un choix,
conscient et volontaire, alors qu'avant, c'était voilà, on s'auto-éditait parce qu'on n'avait pas le choix. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette espèce de guéguerre, et surtout les maisons d'édition qui sont pas forcément très contents qu'il y ait de nouveaux livres qui rentrent sur le marché, parce que déjà que c'est compliqué de vendre des livres vendus en maison d'édition, si en plus il y a des livres qui s'auto-éditent de partout et qui marchent pour certains, zut alors, ben, c'est embêtant forcément pour les livres qui sont vendus. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour moi, c'est parfaitement complémentaire en fait. Il n'y a pas un mode qui est plus qui est au-dessus de l'autre. C'est deux modes complémentaires. Il y a des textes qui doivent se faire auto-éditer, il y a des textes qui passent par des maisons d'édition. C'est comme ça. Donc oui, je trouve que moi aussi, cette guéguerre, elle est absurde. Après, c'est parce que je suis éditrice indépendante, je pense. Je ne sais pas si j'étais dans une maison d'édition en CDI, je ne sais pas si mon discours serait le même. J'espère que oui. J'espère que ça ne tient pas qu'à ça. Mais oui, je trouve que c'est un peu absurde aussi. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui... enfin, j'avais eu ce témoignage-là une fois, c'était très drôle. Une maison d'édition classique qui avait dit à l'auteur « Auto-édite-toi, montre-nous que tu vends beaucoup, et on te reprend le livre après. » Et c'était vrai, enfin, je veux dire, c'est assez drôle. Donc vas-y, fais tes preuves, et puis quand tu n'auras plus trop besoin, alors on sera là. Pas de problème pour prendre beaucoup Il y a plus des d'argent. maisons d'édition, C'est drôle. ils ont carrément une personne attitrée qui va regarder les ventes des auto-édités sur Amazon, et puis hop là, qui crochette la personne. Et qui crochette. Et le texte est déjà corrigé, donc il y a du travail en moins, mais le pourcentage proposé aux droits d'auteur ne sera pas plus élevé par contre. Et puis, de toute façon, voilà, c'est comme tu disais, chaque texte a sa voix, puis peut-être chaque personne aussi. Il y a des personnes qui sont, comme tu disais, plus indépendantes, etc. D'autres qui veulent absolument cette espèce de reconnaissance, qui n'est peut-être pas vraiment une en fait, hein, ça dépend un peu de ce qui se passe. Parce que quelqu'un me disait un jour dans les auteurs, est-ce que c'est vraiment mieux d'être un tout petit poisson qu'on connaît pas dans une très grande maison que être auto-édité et d'être fier de ce qu'on fait, d'être entouré? C'est un vaste débat, mais chez toi, de ce que j'ai vu aussi, ça fait partie du travail de déterminer avec la personne ce qu'elle veut, parce que je suppose qu'en coaching, bah, les personnes ne savent pas toujours tout ce qui existe, et ça fait partie, je pense, de ton rôle aussi, de les guider, de voir quels sont leurs souhaits, et c'est une part importante des discussions que tu as avec les gens qui font appel à vous? Oui. C'est une part importante. C'est vrai qu'il y a, en fait, déjà, il y a une vraie méconnaissance du monde éditorial, pas parce que les auteurs et les autrices sont ignorants, profonds et débiles, mais juste parce que, en fait, c'est obscur, c'est hyper obscur, c'est compliqué de comprendre exactement comment ça fonctionne. Il y a mon chat qui est en train de gratter sa litière, si vous l'entendez derrière, je suis désolée. Fais monter l'audience, les chats qui grattent la litière. Bon. Donc oui, il y a une vraie méconnaissance du monde éditorial, et qui est un peu entretenue, disons-le. Et je suis face à des personnes qui écrivent bien, souvent, mais qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et une grande partie de mon travail, et puis de mes mails aussi, et puis de mes messages privés sur les réseaux sociaux, et des commentaires, c'est en fait, mais comment ça fonctionne? Ils ne savent pas, en fait. C'est quand même assez hallucinant de se dire, les livres, je veux dire, tout le monde sait ce qu'est un livre, tout le monde a lu un livre, tout le monde a des livres chez soi, ou un livre chez soi, mais en fait, personne ne sait comment c'est fait et comment ça fonctionne, en fait. C'est assez incroyable. Et donc oui, une partie de mon travail, c'est effectivement de déterminer ce que l'auteur veut vraiment, déjà en expliquant de manière approfondie ce qui se passe. Ça fait pas forcément partie des coachings, parce que ça, je le fais sans être payé. Enfin, ça me paraît un peu aller de soi. Mais en fait, une fois que l'auteur sait comment ça fonctionne, oui, alors en plus, dans l'auto-édition, il y a des nuances. Dans les maisons d'édition, il y a des grandes maisons d'édition, des petites maisons d'édition. C'est pas binaire. Donc c'est extrêmement complexe de se dire chaque maison d'édition a sa spécificité. Je connais comment les maisons d'édition fonctionnent, je connais les éditeurs, les directeurs de collection, comment ça fonctionne, comment ils sont, comment ils considèrent les auteurs. Ça aussi, ça compte. Il y a des grandes maisons d'édition qui sont géniales, il y a des grandes maisons d'édition qui sont un peu moins bien. Et puis dans l'auto-édition, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on passe par KDP, BOD, et est-ce que c'est de l'impression à la demande? Ou alors est-ce qu'on passe par un imprimeur indépendant, parce que c'est important pour nous de valoriser les circuits courts? Et dans ce cas-là, on se retrouve avec 50 cartons de livres chez soi. En fait, les possibilités sont énormes et très variées. Tout dépend des convictions de l'auteur-l'autrice.
Tout dépend de sa vision de la littérature, de ce qu'il veut faire de son texte aussi. Il y en a qui viennent me voir en disant, voilà, moi, mon but, c'est que mon texte soit lu. Peu importe si je dois modifier des choses, je veux juste que mon texte soit édité et lu. Très bien. Il y a des auteurs qui disent, je ne veux absolument pas qu'on touche à mon texte. Il est tel qu'il est, hors de question que quelqu'un modifie mon texte. Bon, dans ce cas-là, plutôt auto-édition, j'imagine. Voilà, ça dépend de plein de choses. Et il y a des auteurs hybrides aussi, il ne faut pas oublier. Il y a des auteurs qui font les deux. Et puis ça dépend des cas. Il y a des auteurs qui s'auto-éditent sur certains projets et puis qui passent par des maisons d'édition par d'autres parce qu'ils ont trouvé leur filon et que c'est très bien comme ça. C'est hyper compliqué. C'est dans la complexité. Enfin, la complexité est plutôt sympa, quoi. Les possibilités sont immenses. Voilà. Et tu disais que... Pardon, le piège des maisons d'édition à compte d'auteur, qui est assez terrible. Il y a trop d'auteurs qui tombent dans le piège encore. Et c'est aussi mon métier d'informer, d'avertir sur ça aussi. Voilà. Ouais, effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui font... On leur fait miroiter quelque chose et c'est un rêve de voir son livre publié. Donc on a envie de dire oui, parfois sans savoir que c'est pas terrible. Tu disais les gens ne savent pas, n'ont pas tous les rouages, parfois pensent que c'est binaire alors que c'est loin de l'être. Mais c'est une question que je me pose aussi, moi ici avec la chaîne et depuis très longtemps, parce qu'il y a pas si longtemps, mais quand même un petit peu, je vais pas dire que j'en voulais aux gens de rien comprendre, mais je me disais c'est quand même fou de ne pas chercher à comprendre plus, de ne pas comprendre quand un auteur dit mais vous savez, la couverture c'est pas moi, en fait vous pouvez la critiquer, mais en fait c'est pas moi. Et vous savez, je gagne 1 euro sur ce livre qui en coûte 20, donc voilà. Et j'en voulais un petit peu aux gens, et je me dis après, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour qu'ils sachent à quel moment on a joué un rôle, au lieu de leur en vouloir, à quel moment on s'est mis, ok, on va vous expliquer. Et là, c'est un peu ma réflexion du moment, je me demande si ça intéresse vraiment les personnes. Parfois, on a des auteurs en classe, je pense qu'en France, vous faites probablement ça aussi, mais on a des petits moments comme ça où on peut apprendre, mais ça ne fait pas partie des cours, ça ne fait pas partie de la culture générale du maire. Voilà. Mais est-ce que ça intéresse? Et toi, en fait, tes vidéos, et il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là dans le chat, parce que oui, je vous lis avec grand bonheur, ça permet de vulgariser certaines choses. Est-ce que toi, tu as la conviction que ça intéresse les gens, les coulisses de ce métier, un peu bizarre, un peu fou, et tellement diversifié? Est-ce que tu penses vraiment que les gens aimeraient bien en savoir plus? Je pense que oui. Les questions qu'on me pose, c'est souvent des auteurs ou des futurs auteurs qui me les posent, parce que ça les intéresse directement. Après, il y a beaucoup de lecteurs, lectrices et puis des personnes qui lisent pas aussi d'ailleurs, c'est assez formidable, qui tombent sur mes vidéos, tant mieux, et qui apprennent des choses de manière un peu détournée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé, mais ils apprennent quand même. Et c'est chouette. Si je fais des vidéos, c'est aussi pour ça. Je fais des vidéos pour rigoler un peu, mais il y a quand même un fond informatif constant, quoi. C'est évidemment important, oui, de parler de ça. Après, chaque métier a ses spécificités. Moi, il y a plein de choses que je sais pas sur des métiers que je connais pas. Ça me paraît un peu normal. Je suis d'accord avec toi sur le côté un peu agaçant de la chose. C'est-à-dire que des fois, je me dis, mais ça coule de source. Non, pas du tout. Si on me pose la question, c'est que ça coule pas du tout de source. Mais typiquement, ça, je me dis, c'est un truc qu'on devrait apprendre à l'école, quoi. Comment on fait un livre? Je veux dire, on utilise des livres au quotidien. À l'école, on en ouvre toujours. En français, on a des œuvres au programme, on parle d'auteurs. Pourquoi pas parler de la construction de l'œuvre aussi? C'est super intéressant, quoi. On étudie des choses et puis on sait même pas comment on en est arrivé là. Enfin, ça fait partie un peu de... Pour moi, après, c'est mon métier, donc moi, ça me paraît évident et hyper intéressant. Encore une fois, je sais pas si ça intéresse tout le monde. Mais oui, je pense qu'il faut absolument informer sur la question. Pour moi, c'est quelque chose qui... Voilà. C'est aussi pour ça que je suis sur les réseaux. Je pourrais très bien... Maintenant que j'ai trouvé des maisons d'édition qui me font confiance, je pourrais tout arrêter et rester sur ma petite chaise roulante, faire mes textes et m'enfermer dans ma bulle. Voilà, non. Je pense que c'est important d'informer, effectivement. Ça fait partie du rôle de l'éditeur, oui. L'école pourrait être revue complètement, nous dit Johan, qui a toujours plein de bonnes idées. Salut Otoro Manzi, bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. N'hésitez pas à faire pareil, hein, le petit bouton suivre, ça me fait super plaisir, ça me met en joie. Et en plus, il y a une scène de Seven qui apparaît, alors je suis ravi à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est les boîtes. Je propose qu'on reparcourt
un peu les différents services hein, que tu proposes, parce que c'est aussi Mm. l'occasion, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, soit ici, soit en replay sur YouTube, que ça pourrait intéresser. Première chose, donc Beta Lecture Pro, j'aime Mm. bien le pro parce que c'est important, et coaching. Coaching sur le texte, ça consiste en quoi? Est-ce que tu as beaucoup de demandes? Ça, c'est une Mm. question qui revenait très très souvent dans la prépa de ta venue ici. Mm. Ça représente mais globalement combien de personnes, toutes celles et ceux qui font appel à Miralta Edito? En 2 ans de travail, ça fait 2 ans que j'ai mis Ralta Edito, 2 ans et un mois. Je pense que j'ai travaillé avec une centaine, un peu plus d'auteurs et d'autrices. Le travail sur le texte, c'est le cœur de mon travail. C'est mon travail même. Et sur la construction du texte notamment. Donc il y a énormément de personnes qui me confient leur texte en ce sens-là. Et ouais, le travail même du texte. Alors avant, je proposais un service de correction. Je faisais le premier passage et une correctrice pro faisait le second passage. J'ai arrêté parce que, comme je te disais, j'avais pas assez les mains dans la terre, quoi. Ça m'intéressait pas trop de gérer de haut ce que la correctrice faisait et puis son rapport avec l'auteur. C'était pas intéressant. Je préférais avoir le nez dedans, quoi. Donc là, maintenant, je suis revenue à ça. Mais oui, la correction, réécriture surtout, parce que c'est ce qui m'intéresse. Sinon, encore une fois, je serais devenue correctrice. Le travail du texte, c'est le cœur même de mon métier. Donc, c'est la plus grande partie. Les auteurs, dans ce sens-là, les auteurs particuliers, c'est environ 60% de mes missions. Et les maisons d'édition, c'est 40% des missions, à peu près. Et ça, oui, c'est le cœur du métier, de mon métier. Donc, c'est, je sais pas, c'est 50% de mes journées. Le reste, c'est beaucoup d'administratifs, des réseaux sociaux, les coachings, et puis le soir, du coup, l'école d'écriture. Voilà comment ça se compose. Et bonsoir Maya, bienvenue. Pour, tu disais, elle est dans la terre, dans les textes, ça c'est ce que tu aimes par-dessus Mm. tout. Mm. Est-ce qu'il y a des tendances? C'était aussi une des questions dans le chat. Est-ce qu'il faut écrire certaines choses à certains moments pour, par exemple, avoir un éditeur qui dit « Mais oui, tu as tout compris, il faut absolument parler de Covid » ou « Il ne faut surtout pas parler de Covid ». C'est un exemple, évidemment, mais c'était un vrai débat à un moment. Tu parlais de diplôme Covid, mais c'était « Est-ce que vos personnages vont avoir des masques ou pas ?» Tadam, vous avez 2 heures. Et est-ce qu'il y a des tendances comme ça? Quand tu Alors, il ne faut pas coaches parler les de gens... Covid. Jamais. Il faut absolument pas parler de Covid. Les Non. gens en ont marre. C'est nul, le Covid. C'est nul. Je suis d'accord. Il faut pas qu'il y ait des masques, il faut pas parler de Covid, il faut pas parler de confinement. Et puis surtout là, c'est trop tard, quoi. Alors, c'est sûr, quand on écrit un texte pendant le Covid, le temps qu'on le reprenne, qu'on réécrive, qu'on réfléchisse un peu, qu'on se pose et puis qu'on l'envoie à une maison d'édition, bah en fait, c'est trop tard. Voilà. Mais tu vois, est-ce que dans ton coaching, il y a ce genre de questions? Je vais prendre un autre exemple beaucoup plus drôle. Est-ce que, à un moment, il y avait une légère tendance aux loups-garous et aux vampires? Et si possible, ils pouvaient être en couple, c'était très bien. Est-ce que ce genre de truc, tu te dis, ok, je vais essayer, moi je suis une experte, alors je vais essayer d'anticiper ce qu'il faudrait dans quelques mois ou un an. Est-ce que tu réfléchis comme ça? Est-ce que les auteurs réfléchissent comme ça? Ou bien, je fais ce que j'ai envie, on verra bien si ça passe ou pas. En fait, dans le schéma typique de l'écriture, quand on commence à écrire, on est plutôt jeune, on écrit des trucs, des choses qu'on fantasme, pas dans le sens truc de fête, mais des fantasmes dans le sens où on s'imagine des scénarios, donc on écrit des choses qui... Puis ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de structure, c'est juste des rêves qui n'ont jamais de fin, donc ça finit jamais. Et puis après, on s'intéresse à ce qu'on lit. Et donc, dans le schéma suivi à l'adolescence, on écrit ce qu'on lit. Donc, on recopie beaucoup, en fait, les schémas qu'on lit. On copie les auteurs, même sans s'en rendre compte, en fait, quelque part. Et enfin, on s'émancipe. Donc, en général, c'est un peu la structure... le développement d'un auteur, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai travaillé beaucoup avec des auteurs et autrices jeunes. Donc, souvent, j'ai affaire à, effectivement, des textes. Bon... C'est du vu et du revu, notamment une autrice qui a copié très clairement un texte qui existait déjà, quoi. Et elle me disait non, parce qu'il y a des trucs qui changent. Et ouais, mais c'est pas possible. Notamment les fanfictions, par exemple, ça, on peut pas éditer. Mais ce qui est intéressant dans ta question, c'est que, souviens-toi, l'édition, c'est qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va vendre, qu'est-ce qui va faire des sous. S'il y a plein de personnes qui écrivent ça, c'est qu'elles lisent ça. Donc, c'est
ça intéresse des gens. Et il y a certaines maisons d'édition qui foncent dans les clichés et les stéréotypes, c'est totalement intentionnel, parce que ça plaît, parce que ça fait vendre. Quand je lis pas, mais comment ça s'appelle, 50 nuances degrés est sorti. Après coup, il y a eu 365 jours, 300, je sais plus comment ça s'appelle, mais après coup, d'autres séries en fait qui reprenaient le même schéma et qui ont été des best-sellers absolus. Ouais, parce que ça vend. Donc en fait, quand je reçois un texte qui ressemble, une romance par exemple, qui est à fond dans les clichés, les stéréotypes, je demande est-ce que c'est fait exprès? Parce que si c'est pas fait exprès, bon, c'est dommage, il faut retravailler. Mais si c'est fait exprès, si l'auteur me dit ouais, c'est totalement conscient, voilà, très bien, go, allons-y. Donc écrire ce qui a déjà été écrit, c'est pas très grave en fait. Harry Potter, J.K. Rowling, elle a copié totalement d'autres schémas qui existaient avant, et pourtant c'est très bien, c'est très beau, c'est très agréable à lire et c'est génial. Enfin voilà, il n'y a pas de problème avec ça. La littérature, on se réinvente en permanence, et puis il y a des schémas qui existent et qui marchent. Sinon, j'aurais pas créé une école d'écriture, ça aurait aucun sens, puisque je pourrais pas enseigner. Si tout livre était absolument... Si tout livre intéressant et tout beau livre, tout grand livre était du renouveau absolu, ça sert à rien d'enseigner l'écriture, quoi, parce que y a rien à enseigner. Donc parfois c'est conscient, oui, des auteurs qui plongent totalement dans des clichés ambulants, mais c'est leur choix, et il faut respecter ça, et tant qu'il y a des lecteurs pour plonger avec eux, tout va bien, quoi. Puis c'est génial, un petit conseil au passage, mais j'adore faire ça, mais sur du thriller ou du polar, vous avez souvent ce bon vieux flic alcoolique, mais il faut pas enfin en tout cas on peut l'utiliser, et alors vous en tant que lecteur, ou moi, ou toi peut-être, tu te dis ok, ça c'est du déjà vu, je suis en zone de confort, tout va bien, et puis ça permet de surprendre. Quand vous avez fait croire à la personne qui lit que tout va bien, que tout est sous contrôle, qu'il y a bien un alcoolique, que tout va bien, là à ce moment-là vous pouvez commencer à jouer la surprise, ça peut être très très chouette. Maya demande... comment est-ce que vous dites à un auteur que son écriture n'est pas fluide ou que son texte n'est pas structuré? En gros, comment ça se passe, les retours, quand tu as des choses à redire ou... Voilà. Est-ce que c'est facile de dire à quelqu'un il va falloir retravailler un peu, beaucoup, passionnément? Au début, j'y arrivais pas. Enfin, au début, c'était un peu compliqué. Parce que je me dis, mais qui suis-je en fait pour donner mon avis sur le texte de cette personne? Et en fait, on me demande mon avis, donc c'est... En fait, déjà, je commence toujours par un zoom de bienvenue et j'explique que l'avis que je vais donner est totalement objectif. Que c'est un avis, parfois, qui ne me concerne pas moi, et qui n'implique pas mon avis personnel. Après, dans les retours, comment ça fonctionne très concrètement? On travaille sur Word, donc il y a des commentaires qui peuvent être mis sur Word, donc je travaille avec ça. Et en parallèle, je construis une fiche de suivi éditorial avec en ligne les chapitres ou les parties, et en colonne point positif, génial, j'adore, et point à retravailler. Et toujours de manière objective. Après, cette construction-là, c'est purement objectif, je donne des exemples, et l'objectif, quand je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément, c'est que je donne des solutions. Ça ne sert à rien de dire ça c'est nul, point, bon, très bien, comment faire? Il faut toujours, voilà, je donne des solutions, des pistes. Par contre, dans le zoom de post-bêta lecture, de post-réécriture, là, je donne mon avis. Mais c'est important, en fait, sur la trace écrite, de ne pas dire personnellement ce que j'ai pensé. Et puis, ça dépend aussi du contact que j'ai avec l'auteur. Bien évidemment, si je travaille avec une fille qui a mon âge, qui écrit des choses, et puis ça passe bien, c'est fluide, on discute, et puis même on rigole un peu, je ne vais pas me permettre les mêmes choses pendant le Zoom que si c'est un monsieur d'un certain âge qui écrit de la sociolinguistique, bien évidemment. Après, dans les fiches de retour éditorial, toujours j'ai le même ton qui reste très objectif et je reste professionnelle. Mais dans l'échange avec les auteurs, en fonction de si on s'entend bien ou pas, là, je peux totalement être subjective. Donc, quand je soulève un point qui, pour moi, est à retravailler, j'argumente, je renvoie vers des textes qui peuvent aider et je propose des solutions. Donc, c'est pas forcément compliqué de dire, par exemple, ce chapitre n'a aucune utilité parce que je dis pas ton chapitre est nul, il est naze, mets-le au feu, c'est pourri, tu devrais avoir honte. C'est pas l'objectif. Mon objectif, c'est de dire ton chapitre, en fait, je sais pas s'il a grand sens ici. Réfléchis, est-ce que tu peux l'enlever de ton roman sans que ça modifie la structure et sans qu'il manque quelque chose? Si oui, c'est peut-être soit qu'il manque quelque chose dans ce chapitre,
soit qu'il faut simplement l'enlever et que tu l'as mis là pour boucher un trou, ou je sais pas. Mais on réfléchit en fait ensemble. Et puis bien sûr, le retour de bêta lecture que je donne, c'est pas voici mon avis, bonne chance, ciao. Il y a un suivi après, on en discute. Ça dure combien de temps comme ça? C'est personnalisable, C'est j'imagine? personnalisable, ça peut durer Mhm. très longtemps. Alors c'est toujours au nombre de mots, donc je parle pas en termes de retour. Il y a des auteurs qui aiment bien être très succincts, pas trop s'étaler, parce que voilà. Mais il y a des autrices, voilà, notamment des autrices, quand c'est quand c'est des femmes et qu'on s'entend bien, ben, voilà, on a besoin de savoir ce qui se passe ensuite. Et puis on s'appelle, je veux dire, elles ont trouvé une maison d'édition, elles en ont pas trouvé, on discute, ça peut durer longtemps en fait. Tout dépend du contact que j'ai avec la personne. Des fois, ça reste très professionnel, et puis des fois, ça devient une amitié, tout simplement. Et Voilà. autre question de Maya, est-ce que toi tu écris à côté de ton travail dans cette édition, J'aimerais dans ce bien travail? écrire. J'ai plein d'idées. J'ai, en fait, bon, dans ma tête, c'est très structuré. Les choses sont très structurées dans ma tête. On dirait pas trop parce que je parle de beaucoup de choses et je fais énormément de choses dans ma vie, mais c'est très structuré. Donc j'ai la structure exacte. J'ai les 22 étapes selon John Truby. J'ai mon protagoniste, mon antagoniste, mes alliés, mes faux alliés. J'ai tout. Mais écrire, il faudrait du temps, en fait. Et j'ai pas de temps. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup écrire. Mais je pense que si un jour j'écris, je le dis à personne. C'est comme si un jour je passe le permis, je le dis à personne. Je mets au courant personne. Et si un jour j'ose l'envoyer à une maison d'édition, c'est sous un faux nom. Voilà. Ça me rappelle d'autres, c'est marrant. Tu parlais du campus tout à l'heure qui te tient évidemment très très à cœur. C'est c'est un peu la nouveauté aussi, c'est le nouveau bébé. Ça représente combien de personnes? Ça se passe comment? Alors pour répondre, parce que c'est virtuel, j'imagine, en grande Ouais. partie, voire complètement. Vous vous réunissez jamais en présentiel? Probablement pas. Mais comment ça se passe? C'est un peu une question générale, mais un peu globale. Mais voilà, on se demande, tiens, un Ouais. campus virtuel, comment cela se passe-t-il? Ça représente combien de personnes? Alors, on est 28 en tout. Il y a 3 classes différentes qui courent sur 5 mois. Il y a un objectif par classe. La classe 1, c'est pour les personnes qui ont une idée depuis longtemps, qui trottent dans leur tête, qui n'arrivent pas à se lancer dans l'écriture. Pendant les 5 mois, du coup, je vais donner tous mes conseils. Il y a des cours, il y a des ateliers d'écriture, il y a des lives d'écriture, il y a plein de choses. Il y a des intervenants, des masterclass. Tout est à distance. Pourquoi j'ai quelqu'un des îles, j'ai quelqu'un j'ai plein de personnes des dom-toms, du Maghreb, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne. Il y a quelqu'un qui est au Japon. Et je suis à Toulouse. Et le centre névralgique de toutes les choses, c'est Paris. Donc en fait, pour des raisons pratiques, tout simplement. Pour d'autres raisons pratiques, c'est le soir, entre 20h et 21h, tous les ateliers live. Parce que les gens, ils ont une vie. En fait, ils ont une vie familiale, professionnelle, et ils sont étudiants. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, il y a 3 classes. Une classe pour les personnes qui veulent débuter leur manuscrit sur de bonnes bases. Donc, on parle de plein de choses, des personnages, de la structure. On rentre dans les scènes, comment organiser ses idées, comment se lancer dans l'écriture, trouver un bon rythme, etc. La classe numéro 2, c'est pour les personnes qui sont déjà lancées dans leur manuscrit, mais qui ont des problèmes de structure et qui bloquent, ou alors qui veulent aller plus loin dans la réécriture. Et la classe 3, c'est pour améliorer sa plume, pour apprendre à mieux écrire, entre guillemets, et trouver son style. Donc voilà, chaque mois, c'est un nouveau module. Il y a un atelier d'écriture par classe et par semaine, un live d'écriture où on est tous ensemble, on discute ensemble sur Discord. Et pourquoi campus? Parce que j'ai voulu vraiment le penser comme un vrai campus. Il y a un suite de promo, il y a un bal de fin d'année qui va avoir lieu à Paris. Si jamais on se voit, on se rencontre. Si c'est vraiment pensé. Et puis c'est aussi un peu égoïste parce que j'ai un peu la nostalgie de mes études. Je trouve ça chouette quand même, l'ambiance d'un campus. Alors moi j'ai été à Mirail Université à Toulouse, ça allait pour les blocus et tout, mais c'est quand même chouette l'ambiance d'un campus, c'est sympa quoi. J'ai un peu une nostalgie de ce côté-là. On est étudiant, on a des cours, puis après on discute ensemble, on étudie un peu ensemble, on va prendre un verre, le lendemain matin on va en cours ensemble. Voilà, moi c'est un truc qui m'anime. J'ai adoré étudier.
Et là, je découvre que j'aime bien enseigner. Alors que si je suis devenue éditrice, c'était pour échapper à la malédiction familiale. Tout le monde est prof. Je me suis dit non, je ne serai pas prof. Et en fait, je suis un petit peu prof quelque part. Et c'est très bien. Et bonne ambiance dans la salle des profs? Mais je suis toute seule. T'es toute seule pour la... Est-ce que Alors, tu vas peut-être ouais. recruter un jour Oui, s'il y a des élèves de mon partout comme objectif. ça? Ouais. Alors, je suis seule, mais il y a un intervenant par classe et par mois parce qu'il y a des masterclass. Mhm. Il y a Fanny, mon alternante, qui m'aide pour tout ce qui est administratif, etc. Mais sinon, prof, oui, je suis seule. Et ouais, mon objectif, c'est de trouver des profs, un prof par classe pour la prochaine promo qui commence en juin, du coup. Il y a 2 promos par an, puisque ça dure 5 mois à chaque fois. Mhm. Et mon objectif, c'est d'avoir un prof par classe pour les ateliers d'écriture, le soir. Parce que du coup, les cours sont faits, mais pourquoi pas ajouter des choses au cours avec la vision de cette nouvelle personne. C'est en réflexion, parce que même si j'adore faire ça, en fait, c'est tous les soirs de 20h à 21h, et du coup, j'ai plus trop de vie, quoi. Déjà que j'en avais pas énormément. Donc, c'est sympathique, mais effectivement, là, l'objectif, c'est de trouver des personnes qui puissent intégrer la salle des profs, comme tu dis. Mais Allez. je m'applique, parce que je veux vraiment des gens qui aient exactement la même vision que moi, et qui soient sympas et chill et gentils et bienveillants, voilà. On va suivre les appels à candidature sur TikTok. Question, alors, on en reparle après de pourquoi un faux nom, mais vite fait, la petite, si tu publiais, enfin si tu essayais d'envoyer un manuscrit quelque part, tu dis sous un faux nom, et CVD nous demande pourquoi un faux nom. Je veux pas tout mélanger. En fait, j'ai un peu fait, alors c'est pas la bêtise, mais de déjà mélanger ma vie perso et ma vie d'éditrice. J'ai été harcelée pendant pas mal de temps parce qu'il y avait mon adresse qui avait été retrouvée. Quand on est sur les réseaux, il y a toujours des trucs pas trop sympas là, qui arrivent. Il y a un homme qui m'a envoyé des lettres d'amour enflammées. Donc, j'ai appris qu'il fallait pas tout mélanger, quoi. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, si un jour j'écris, déjà, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose d'hyper personnel. Autant j'arrive à travailler avec des gens parce que je me dis que je les comprends et j'arrive à les mettre à l'aise, autant moi, sortir quelque chose de l'intérieur de moi et de le sortir et mettre mon nom dessus, je sais pas. Pour le moment, j'ai un peu du mal. Je me dis qu'avec un autre nom, ça serait plus facile. Voilà. Et puis surtout, j'ai pas envie que, comme je disais, les maisons d'édition acceptent un texte parce qu'ils se disent qu'il y a de l'argent à faire. Si je dis que j'ai 177 000 abonnés sur TikTok et que je suis acceptée uniquement parce qu'il y a des lecteurs potentiels, c'est un peu nul. Donc je refuse d'être associée à ça aussi. Je me dis que j'ai envie d'être acceptée. Il y a mon copain qui rentre. Je me disais que le chat était vraiment très 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 fort. Non, Mais, c'est mon copain, c'est pas le chat. Il ouvre les portes. Et ce serait quel style de livre, demande Maya? Quel genre littéraire? Parce que tu as déjà tout en tête, tu disais, les 22 étapes. Plutôt roman noir, roman contemporain, quelque chose de très actuel, mais avec une enquête bien glauque au milieu. Voilà. Alors, le campus, c'est une des questions qui revenait aussi. Est-ce que c'est diplômant? C'est une question. Parce qu'au final, c'est un débat qu'on a souvent ici et ailleurs. Il n'y a pas vraiment d'école pour les gens qui aimeraient devenir romancier ou autre. Est-ce que c'est diplômant? Et si ça ne l'est pas, est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Oui. C'est une question que je me suis posée dès que j'ai réfléchi au campus. Le campus, ça fait 6 mois à peu près que j'y réfléchis. Là, c'était la première promo. Déjà, là, mon premier combat, c'est de le faire accepter pour que ça soit finançable par le CPF. Parce que pour moi, c'est un peu la moindre des choses que des personnes qui veulent apprendre une compétence puissent passer par le contrôle professionnel de formation. Donc ça, c'est le premier combat. Pour qu'une formation soit diplômante, le chemin est extrêmement long. J'ai appris qu'on pouvait donner une grosse somme d'argent à certaines personnes bien placées pour obtenir un petit diplôme à notre formation. Alors, c'est pas trop ma manière de penser, du coup. Idem pour le CPF. Mais du coup, j'ai quelqu'un là, j'ai une experte comptable qui fait appel à des avocats qui est sur la question. Et bien évidemment, l'objectif, c'est que ça soit non seulement diplômant,
mais finançable par le CPF et ouais, reconnu en fait. Mais c'est très compliqué. Déjà, le statut artiste-auteur, il est tout neuf. Donc, si en plus, donc des formations diplômantes dans l'écriture, voilà, c'est très compliqué à obtenir. Maintenant, moi, je suis certaine de la qualité de ce que je propose. Ce qui bloque, c'est vraiment les processus qui sont juste extrêmement longs et complexes. Et peut-être qu'à l'issue de ce processus, je me verrai refuser ma demande parce que bah, ça ne respecte pas certaines, je sais pas, certaines nomenclatures, etc. Mais c'est évidemment mon objectif que ça soit diplômant, ouais. Ça aussi, on va se tenir au courant grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que ça existe en Belgique? Alors, pas à ma connaissance, Agrippine. Pas à ma connaissance. En tout cas, j'ai jamais entendu parler d'un diplôme donc qui ferait de vous un romancier, une romancière, ou assimilé. Donc, il y a des poètes, il y a des, comme tu disais, artistes-auteurs, c'est très très vague. Il y a des paroliers pour des chansons, il y a des tas et des tas de gens. La plupart, en fait, n'ont pas de diplôme de ça. Ils ont peut-être autre chose à côté. Mais à ma connaissance, en tout cas, en Belgique, il n'y a pas. Et donc, à ma connaissance, de nouveau, ce serait une première et ce serait tellement beau. C'est un pas dans la très bonne direction. Donc, quand je dis qu'on va suivre, c'est sans déconner. Ce serait vraiment une excellente nouvelle pour le projet qui fait du bruit même à l'international, tu disais, avec des élèves un peu partout. Mais au-delà de ça, vraiment, ça montre que c'est un métier aussi pour certaines personnes d'écrire. Alors, vous avez des gens qui considèrent que c'est leur hobby et c'est très beau et il n'y a pas de souci avec ça, mais il y a des gens qui considèrent que c'est un métier aussi et que voilà, si on pouvait dire je suis diplômé en arts et lettres, mais d'une manière plutôt production littéraire, quelle qu'elle soit, eh ben, ce serait une très très bonne chose. Mais si quelqu'un entend parler de... Les vibrations, tu sors du lurk. Si quelqu'un a entendu parler d'une école ou de quelque chose, bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant de savoir Il me semble comment... que en fait, ça existe en France, mais c'est un master, en fait, un master création littéraire. Donc, à l'issue de ça, c'est effectivement, on a un master création littéraire, mais ça ouvre à absolument rien, dans le sens où, à l'issue de ce master, bah, tu te lances en indépendant et tu as ce métier passion par défaut, qui est considéré comme un métier passion parce que tu es obligé de travailler et de faire quelque chose d'alimentaire à côté. Ouais, c'est vraiment un statut assez terrible, artiste-auteur. Et justement, ce statut d'artiste-auteur, il existe depuis très peu de temps en France. Avant, on était juste, enfin, les artistes, les auteurs étaient juste indépendants. Ils étaient profession libérale déclarée. Mais ce statut d'artiste-auteur, il est très récent, alors qu'il y a énormément de personnes qui écrivent et du coup qui veulent obtenir ce statut, quoi. Mais c'est considéré comme un métier par défaut parce que c'est très difficile de gagner convenablement sa vie en étant auteur, malheureusement. Et c'est pas exactement la même chose que des études de lettres, comme le dit Carissac dans... Voilà, on peut être dégoûté de l'écriture quand on fait des études de lettres, parce que c'est pas exactement la même chose. Voilà, en fonction en plus de la région du pays, etc., je pense qu'il y a encore des choses à creuser là-dessus, mais vraiment une école d'écriture. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez, on l'a reçu il y a pas très longtemps, des gens comme René Mansour qui créent des masterclass, des coachings, des choses comme ça, simplement parce que lui, quand il était débutant, il l'a été un jour, c'est dingue, hein, mais il cherchait ce professeur de littérature qu'il n'a pas trouvé, et comme il le disait lui-même, bah, il l'est devenu pour les gens aujourd'hui, un peu comme Marion aussi, et c'est un peu des... On se débrouille, ça n'existe pas, alors on le crée un peu comme on peut. Et comme tu dis, j'imagine qu'il y a des embûches un peu administratives, etc. Donc, et tu vois déjà plus ou moins à quelle échéance ça pourrait... En tout cas, tu pourrais avoir une réponse même pour le moment, l'objectif, c'est le CPF. Vraiment, l'objectif, c'est le compte professionnel de formation, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si ça existe ailleurs qu'en France, le CPF, je ne sais pas si c'est... mais le compte professionnel de formation, en fait, c'est un compte que toute personne en France obtient de manière assez naturelle en étudiant et travaillant, et du coup c'est un petit pécule qu'on nous donne, que l'État, en fait, qu'on a le droit d'utiliser pour faire des formations du coup gratuitement. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Après, la certification, c'est hyper compliqué. J'ai vu une question passer sur la formation LICAR. Oui. Pareil, elle n'est pas certifiée. Et en fait, alors la formation LICAR, il existe plein en fait de formations dans le sens où c'est des formations d'écriture, donc c'est du contenu écrit qui est
sur internet et tu achètes un accès, tu as du coup ce contenu écrit et du coup des vidéos pré-tournées, voilà. Mais en fait, moi, ce que j'ai voulu faire avec le campus, c'est quelque chose d'entièrement personnalisé, c'est-à-dire que c'est un mentorat suivi. Les auteurs, au fur et à mesure des mois, en fait, ils m'envoient leurs textes, on se répond. L'objectif, c'est d'accompagner au mieux, comme, en fait, comme dans une salle de classe, un prof connaît ses élèves pour de vrai, quoi. Ça m'intéressait pas trop de créer un contenu, j'aurais très bien pu le faire, de balancer sur une formation sur Internet. Tu payes pour accéder à la formation, tout le monde a le même contenu, et vamos, quoi, je me fais des sous. Voilà, c'était pas trop l'objectif. Le but, c'est d'accompagner, en fait, qu'il y ait une évolution visible. Sinon, j'aurais écrit un livre sur comment écrire un livre. Et voilà, j'aurais vendu mon livre pour écrire un livre avec mon vrai nom. Et voilà, c'était pas ce qui m'intéressait du coup. Donc c'est extrêmement difficile d'être diplômante dans ces conditions-là. Ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, des formations, il y a tout et n'importe quoi qui existe, quoi. Donc à partir de quand on décide que c'est diplômant ou pas, c'est compliqué. Et bienvenue à Claclo Octopus aussi. J'adore vos pseudos, vous êtes très originaux, franchement. C'est dur à dire ça par contre, faut que je me concentre, c'est pas évident. Je vois l'heure qui avance, mais je te propose qu'on parle un petit peu de ça parce que j'y tenais beaucoup. C'est un peu, on en parlait tout au début de live avant que tu arrives. On parle de coaching, de correction de texte. Un des sujets qui retient beaucoup mon attention, et pas que la mienne actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Alors pour ne prendre que lui, et mon Dieu, il y en a d'autres qui existent, si on prend le chat GPT, je répète pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en gros, si vous ne connaissez pas, c'est capable de faire des trucs terrifiants, comme écrire un livre à la manière d'un auteur célèbre, de corriger des textes, et on va pas refaire tout le débat, mais avec tout ce que tu fais chez Miralta Edito, est-ce que tu as peur qu'à un moment, des personnes fassent appel à une machine plutôt qu'à une personne? Et on voit depuis le début de ton passage avec nous, l'humain est très important, la bienveillance, la personnalisation. J'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui est aussi ton moteur. Est-ce que tu as peur qu'à un moment, certaines personnes choisissent une machine plutôt que les services que tu proposes? Est-ce que j'ai peur? Je pense que cette machine, le métier qu'elle menace, c'est le métier d'auteur, c'est pas vraiment le métier d'éditeur. Il faut toujours quelqu'un pour vérifier le texte, en fait, pour relire, pour voir s'il n'y a pas d'énormes bêtises avant d'éditer, et surtout pour donner l'impulsion première. Il y a énormément de textes qui sont édités aujourd'hui parce que c'est des commandes d'éditeurs qui passent commande auprès des auteurs dont le métier, c'est d'écrire des livres. Donc j'ai l'impression que le métier qui est menacé, là, c'est le métier d'auteur. Pour autant, je me sens aussi menacée. A priori, moi, quand j'ai entendu parler de ce truc, je me suis dit, mais non, quelle horreur, c'est atroce, berk. Forcément, on ne peut pas être ravi que ça existe. Maintenant, si on réfléchit un peu à comment ça fonctionne, en fait, ça propose un texte généré grâce à tous les textes qui existent déjà. On va vite tourner en rond si on n'utilise que ce système-là, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'innovation dans l'écriture. Je parlais de choses qui marchaient bien et qui fonctionnaient toujours, etc. Peut-être que, sans doute, qu'il y a des maisons d'édition qui vont se créer sur ça, qui vont proposer des livres vraiment pas chers du tout, ou alors faire des profits incroyables sur des livres générés par ce genre de choses. Maintenant, j'ai l'impression que c'est des espèces de cycles. À chaque fois que dans un métier, on propose une machine pour remplacer des humains, après, on se dit, non, en fait, les humains, c'est vachement bien quand même, c'est quand même un peu mieux. Et on revient aux humains. Et finalement, quand on revient aux humains, il y a ce mouvement de se dire, ouais, c'est quand même vachement plus qualitatif. Qu'est-ce qui nous est passé par la tête de faire confiance à une machine? J'ai l'impression c'est pas vraiment une menace, en fait, dans le sens où ça va exister, mais il y aura toujours des gens qui vont se battre pour l'authenticité et la personnalisation et l'humain, en fait. L'humain, c'est quand même c'est hyper important dans la littérature. S'il y a bien un métier dans lequel c'est quand même très dommage de faire appel à une machine, mais c'est pour écrire des livres, quoi. C'est un peu contre-productif. Mais j'avais rencontré quelqu'un au labo de l'édition il y a 1 an qui voulait lancer une boîte sur ça. Et il y a 1 an, ça paraissait totalement fou, cette histoire. C'était pas encore sorti, toutes ces histoires. Il m'a dit, voilà, moi, mon truc, c'est que je vais lancer une boîte pour que des intelligences artificielles écrivent des livres.
Et moi, j'avais vraiment buggé face à lui. J'avais dit, mais ça va pas. Et en fait, ma première réflexion, ça a été de me dire, mais il est complètement stupide, le pauvre garçon. Enfin, pourquoi? Et je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Vraiment, pourquoi? Et il disait, bah, parce que la productivité, c'est quand même vachement plus pratique. Il avait fait une école de commerce. Et en fait, j'ai compris qu'il connaissait pas du tout le monde de la littérature et qu'il avait fait une école de commerce. Et qu'effectivement, il avait appris, il recopiait en fait un modèle qui marchait sur d'autres domaines de la vie et que du coup, ça allait marcher dans ce domaine-là parce qu'il avait lu que le marché de la littérature, c'était tant de millions par an en France et que c'était intéressant. Et en fait, je me suis dit, mais le pauvre, ça va jamais marcher. En fait, si, ça marche. Dommage. Mais je pense que ça va marcher. Il y a des maisons d'édition qui vont sortir avec ce concept-là. Ça va beaucoup faire parler. Et en fait, on va se rendre compte qu'on tourne en rond et que l'humain est indispensable, quoi. Les innovations ne peuvent pas... On ne peut pas innover sans un être humain. Donc, des machines qui écrivent par rapport à ce qui a déjà été écrit, on va vite tourner en rond. Il ne va rien avoir d'incroyable qui va sortir. Et c'est ça. En fait, je trouve ça nul, mais j'arrive pas à être en colère parce que je me dis que ça va pas forcément vraiment marcher, quoi. Mais par contre, je trouve ça nul et je trouve ça triste aussi pour les auteurs parce que déjà qu'ils sont marchés dessus quotidiennement par le pourcentage qu'on leur propose au quotidien pour leurs livres, par le statut ils sont totalement invisibilisés. En plus, là, on leur sort qu'en fait, ils sont pas vraiment indispensables puisque une machine peut faire pareil. Ça me rend triste et je trouve ça nul. Mais j'arrive pas à être en colère. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure, sans faire tout le débat ici, parce que c'est pas le moment, mais toi, tu vois plus les auteurs menacés. C'est amusant parce que globalement, nous, on se disait plus que c'est les correcteurs purs. Donc, en fait, vous mettez un texte et vous dites à la machine, en gros, corrige-moi ce truc pour que ce soit du français nickel à la fin. Il peut le faire. Il a les règles de vocabulaire, de grammaire, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et auteur, oui, ça peut disparaître, mais en fait, raconteur d'histoire ne disparaîtra pas. Auteur, peut-être. Donc, ça veut dire que vous direz à la machine ce qu'elle doit raconter avec des mots en utilisant la langue française, mais le contenu, l'histoire, vous allez créer. Par contre, c'est en termes de rentabilité, productivité, ça va beaucoup plus vite que de l'écrire soi-même. On dit à la machine, voilà, il faut qu'il se passe comme ça, il faut que la scène soit plus, voilà, avec tel temps, plutôt que du passé simple, il faut plutôt que ce soit comme ça, mais là, ce personnage-là, il n'est pas assez larmoyant, je sais pas, ok, rajoute-moi un peu de quelque chose. Donc, on aura un chef d'orchestre plus que quelqu'un qui utilise vraiment la matière première des mots, des phrases, etc. Et on voyait des choses complémentaires. Et dans les métiers les plus menacés, quand je lisais un peu les articles, c'était les correcteurs, les graphistes, un petit peu tout ça. Et bienvenue, Anne Ciel. C'était les graphistes. C'était des métiers où on prend la base de données existante, donc des images. En gros, la machine va aller vous chercher des tonnes et des tonnes d'images, va aller dans le sens que vous voulez, vous proposer des trucs. C'est fou. En fait. Mais à un moment, c'est une boucle et on tourne un peu en rond et puis on recrée des choses. Mais c'est intéressant de voir que, oui, l'auteur aussi, évidemment, est menacé. Et Vibration littéraire, on me demande, est-ce que ça peut pas être complémentaire aussi, finalement, à un certain degré, Je pense que ça peut être intéressant pour la documentation. Maintenant, je pense très sincèrement que ça remplacera jamais un correcteur. Même Antidote, c'est une catastrophe. Oui, je comprends. Tout ce qui est homonyme, tout ce qui est subtilité de langage, dans les dialogues, si jamais une personne fait des fautes intentionnellement, s'il y a un langage qui est recherché, par exemple Sandrine Colette, On était des loups, où c'est un langage très oral, jamais une machine ne pourra remplacer un correcteur. Une correction, c'est un dialogue constant avec l'auteur, l'autrice, pour comprendre ce qu'elle a voulu dire et pouvoir le mettre en valeur au mieux. Jamais une machine ne pourra remplacer un correcteur, et ça, c'est une certitude. Pourra, à la limite, éliminer les incohérences ou éliminer les répétitions, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle va proposer par elle-même des mots. Si elle se trompe de synonyme, on le voit sur Antidote, on demande un synonyme, des fois, ça demande des choses qui ne sont pas, je sais pas, réfléchir. Si un miroir réfléchit et qu'elle met comme synonyme le miroir pense, voilà, en fait, on peut aller très loin. Jamais une machine ne pourra remplacer un être humain. C'est comme ça que Blanche-Neige a commencé, hein. C'est vrai. Non. Moi, je suis très premier degré. Moi, j'étais à fond dans l'anecdote. Non, pas du tout. Non. mais c'est vrai que, vous le dites aussi dans le chat, oui, c'est vrai que Antidote, si
Enfin, si vous gardez deux trois neurones actifs, ça peut être sympa, parce que ça peut vraiment vous proposer Il y a des des côtés choses... sympathiques, effectivement. Ça relève des voilà. choses qu'on a besoin de savoir, mais C'est un peu rock'n'roll. Et de toute façon, comme me le dit si bien Kiko en coulisses, il y a évidemment des gens qui se sont dit il y a des pépettes à faire sur mmh. les programmes qui vont contrôler le fait qu'on ne Et publie pas tel quel ce qui a été fait par une intelligence artificielle. l'intelligence artificielle, je pense que c'est très bien pour écrire des articles, par exemple. On lui dit: «Écris un article sur, je sais pas moi, 5 avantages à utiliser, la crème de jour, Nivea». Bon, pour des blogs, pour de la création de contenu, ça peut être très intéressant, mais ou alors de la documentation. Mais de toute façon, l'éditeur le voit quand il y a un patchwork. J'ai déjà édité un livre écrit à 2 mains, c'était à 4 mains du coup. Il y a deux auteurs, c'était horrible parce que du coup, on le voit quand il y a un changement de style. C'est franchement, ça me rend un peu triste, mais ça me fait pas peur, sincèrement. Eh bien, on en reparle de toute façon. On a une table ronde sur ça le 6 avril sur cette chaîne. C'est un jeudi soir, n'hésitez pas. On a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mmh. Vous allez beaucoup vous amuser. Je vois l'heure qui passe et je pense que tu as eu une très 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 longue journée. Oui, oui, mais c'est sympa, ça me va. Ça te va? Bah, écoute. Donc, réseaux sociaux, on en a parlé. Je me disais, bon, on a dit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te suivent et c'est pas fini parce que forcément, ça va continuer. Il y avait plein de gens qui te le souhaitaient au passage dans le chat. Ça fait toujours plaisir. Mais ça fait une grosse communauté. Alors là, on est toujours le jour de la Chandeleur. Ça fait beaucoup de crêpes à faire, clairement. Mais tu la définirais comment, à tes yeux, à toi, cette communauté? Si tu avais envie de leur dire quelque chose, qui sont ces gens? Ils représentent quoi pour toi? Parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Si vous deviez mettre tous ces gens dans une salle pour le bal du campus, mon Dieu, il en faudrait de la place. Le Stade de France va pas suffire, hein. Et donc, je sais pas. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette communauté qui En te fait, suit au quotidien, finalement? Ouais, j'ai du mal à me rendre compte, je pense. Peut-être parce que je suis souvent seule chez moi. Ce qui est très bizarre, c'est que j'aime beaucoup être seule. Je suis très introvertie comme personne. Heu, donc quand je partage des choses, je suis littéralement toute seule devant mon écran et puis il y a des gens qui commentent et voilà. Donc j'arrive pas à me rendre compte ce que ça fait, 177 000 personnes. Mais ce que je sais, c'est que c'est des personnes qui viennent de tout horizon, qui ont de tout âge, de tout milieu socio-professionnel, et cetera, et c'est ça qui est trop chouette. Et ce qui me fait le plus plaisir en commentaire, c'est pas quand on me dit, «Merci pour tes vidéos, j'aime beaucoup ce que tu fais», ça évidemment, ça fait immensément plaisir. Mais c'est quand on me dit par exemple, «J'aime pas lire, mais tu me donnes un peu envie de lire par contre». Ça, c'est quand même super. Et je sais pas trop ce que je pourrais leur dire, juste, bah, merci, c'est trop chouette. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on fait ensemble. Les vidéos, c'est un dialogue constant, encore une fois, c'est pas à sens unique. Je fais des vidéos parce qu'on me pose des questions. Je fais souvent parce qu'on me pose des questions, en fait. Toutes les vidéos que je fais, c'est parce qu'on m'a posé une question et du coup, je fais une vidéo pour en parler. Sauf quand je parle d'un livre, en général, on me le demande pas, mais je donne mon avis quand même. Mais du coup, oui, c'est un dialogue constant. Et après, je connais davantage des personnes. Il y a des personnes qui font partie de la majorité silencieuse et qui regardent et qui sont là, et c'est très bien aussi. Mais c'est quand même majoritairement très bienveillant. Et je suis très heureuse d'attirer des gens bienveillants. Il y a quelques personnes malveillantes, encore une fois, mais c'est très minoritaire. Mais ouais, mon ambition, c'est de je sais pas, de discuter. En fait, je sais même pas quelle est mon ambition parce que je me suis jamais trop posé la question. J'ai pas l'impression d'avoir énormément de personnes qui me suivent. C'est juste des gens sympas et des gens sympathiques et une discussion constante et c'est chouette. Et voilà, je sais pas, je me suis jamais trop posé la question, je t'avoue, vraiment. Et ils peuvent orienter tes projets aussi? Parce que on Bien a sûr. vu, tu sais où tu vas, ça Ouais. je crois, assez clair. Mais, Mm. mais je me dis, quand il y a autant de personnes, ben, ils ont probablement des bonnes idées, des moins bonnes aussi parfois, hein, tout le monde. Mm. Et est-ce que cette communauté qui te suit influence ce que tu fais, dans quel Bien sûr. ordre, peut-être la Ouais. vitesse de certains projets, en disant, ok, ça, Ouais. c'est demandé très souvent, donc je vais un peu m'activer là-dessus. Mm. Il y a un poids comme ça de Bien cette sûr. commu? Bah oui, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, mon objectif dans la vie, c'est d'être utile. C'est un peu ça, c'est pour ça que je suis devenue éditrice, parce que je suis quand même vachement utile. Si j'avais pas été éditrice, je pense que j'aurais été boulangère ou un truc utile comme ça, quoi. Mais du coup, vu que mon objectif, c'est d'être utile, par exemple, dans le campus Miralta, il y a une classe gratuite.
que j'ai sorti un peu pour tester mon site, pour voir si ça fonctionnait, les modules, les vidéos et tout. Mais aussi, le sujet de la classe gratuite, c'est comment se mettre à écrire alors qu'on a le syndrome de l'imposteur, l'angoisse de la page blanche, etc. Et ça, c'était un truc que je retrouvais énormément, notamment chez les jeunes autrices. Et j'ai sorti cette formation, du coup, entièrement gratuite, parce que c'était ce qui m'intéressait. Donc, il y a des ateliers, des lives sur Discord notamment. Et du coup, je suis en discussion constante avec les gens. Je ne suis pas payée pour ça. Mais je le fais parce que c'était une demande et parce que ça me fait plaisir et parce que c'est utile, encore une fois. C'était une des questions qui revenait souvent, que je t'interromps, mais pour les tarifs, etc. Alors, on ne les voit pas sur le site directement. Je ne sais pas si tu as envie d'expliquer vite fait, ou Oui. en tout cas, comment les gens peuvent avoir les tarifs s'ils sont intéressés, ou si tu as envie Les d'en tarifs parler sont un sur peu. le site. D'accord, ok, j'ai Les tarifs pas... sont affichés. Ouais, moi, j'ai pas de Ok, problème avec ça. Il n'y a pas de demande de devis ou de trucs bizarres à faire. J'ai mes Mhm. tarifs qui sont très clairement affichés, oui. Ok. Donc Ouais. voilà, n'hésitez pas, le petit robot dans le chat n'arrête pas de vous mettre les liens. Et ben, vous pouvez aller jeter un œil en fonction de ce qui vous intéresse dans tout ce qui est proposé. Une dernière question pour la route, mais quels sont les Oui. projets? Parce qu'il y a plein de choses évidemment dont tu as parlé, mais quels sont tes projets? En tout cas ceux dont tu peux parler. J'ai plein de projets. Et c'est aussi ça mon problème. J'ai un peu trop de projets. Alors, mes Je projets à connais. court terme. Mes projets à court terme, c'est des ateliers d'écriture. Donc vraiment des ateliers à l'unité, toujours en visio, avec peu de personnes. Encore une fois, je ne veux pas balancer des formations que tout le monde peut acheter comme ça, bim bam boum, et je regarde mon chiffre d'affaires faire tout. C'est pas mon objectif. Donc des ateliers d'écriture avec peu de personnes. Le faire en personne, ça sera encore mieux. J'ai un local à Paris que j'ai trouvé. Donc qui pourrait possiblement être le lieu des ateliers d'écriture. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui ne sont pas à Paris. Ça m'embête. Il y a des francophones qui sont ailleurs aussi dans le monde. Donc, des ateliers d'écriture en visio, de manière assez ponctuelle, soit à l'unité, soit par 5. Comme ça, on apprend et on évolue vraiment ensemble. Ça, c'est un projet. Je veux développer aussi tout le campus Miralta en proposant des choses plus variées, plus courtes, moins chères pour tous les budgets. Mais je veux rester quand même dans la cohérence. Je veux pas développer 36 000 produits et voilà, bon, c'est pas trop mon objectif. Et mon objectif ultime, c'est créer une résidence d'écriture. Donc, l'été, proposer 2 semaines dans un chouette gîte avec quelqu'un qui fait la cuisine, dans un cadre trop chouette, à 6 auteurs, avec le matin des ateliers d'écriture et l'après-midi de l'écriture libre. Les résidences d'écriture, c'est quelque chose qui me fascine. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Voilà. T'as déjà Mais un lieu en tête? oui, Ah, on peut savoir. oui, c'est dans les Pyrénées. En fait, mes parents, ils ont un gîte 3 épis. Et du coup, pour créer une résidence d'écriture, il faut que ce soit un lieu homologué. On ne peut pas faire ça chez Papy Mamie, quoi, évidemment. Donc, c'est un gîte de France, quoi, homologué, 3 épis. Donc, ça serait le lieu. Voilà. À faire, à suivre, mais que de beaux projets, évidemment. Je te propose évidemment de te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de ton passage dans cette boîte. Et on demande au passage dans le chat, qu'as-tu pensé de ton premier Twitch avec moi? Alors, enfin, toi tu es en vidéo ninja, donc c'est encore différent, mais un premier Twitch ici, est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? Bah Avant oui, de c'était un répondre très bon moment. Mais en fait, au début, quand je passais en live ou qu'il y avait des choses comme ça, j'étais très stressée. Et là, j'étais très détendue, peut-être parce que j'ai regardé tes vidéos sur YouTube, les rediffusions, j'ai compris que c'était pas non plus grosse prise de tête et que c'était plutôt sympathique. J'aime beaucoup les discussions. Là, j'ai littéralement un plaid sur les genoux. Non, je suis plutôt... C'était sympathique. J'ai beaucoup aimé. La C'était même, bien. j'ai un plaid aussi. Voilà. On le voit pas là. Non, vous ne le verrez pas, le plaid. Arrêtez de demander. On ne fera pas ça. Allez, que souhaites-tu nous dire? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est un peu tard, mais c'est pas grave. Vous avez un super replay qui vous attend parce que la discussion était vraiment, vraiment passionnante avec toi. Et puis ça fait plaisir, des beaux projets, des choses qui vont bien.
malgré une période dont on ne parlera plus, avec un mot qu'on ne prononce plus. Ouais. Mais on voit que ça a quand même donné des très belles choses ici ou là pour certaines personnes. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Pour conclure, si vous écrivez, continuez à écrire et amusez-vous. Parce que l'écriture, ça peut sembler vachement très contraignant. Parce que dans la publication, il y a beaucoup de formatage, il faut rentrer dans des cases, dans des boîtes, justement, dans des boîtes qui ne sont pas forcément agréables à. Voilà. On doit un peu pousser pour rentrer dans des moules certaines fois. Mais la période de l'écriture, c'est quand même une période où il faut fondamentalement s'amuser. Et se faire plaisir. Cette notion de plaisir dans l'écriture, il faut absolument la conserver jusqu'au bout. Donc ouais, faites-vous plaisir dans l'écriture, et sinon faites-vous plaisir dans la lecture. Et si vous lisez pas, qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Peut-être Barjavel, hein, qui sait, la nuit des temps, premier conseil qu'on peut vous donner. Et puis pour le reste, venez tous les jeudis. On n'arrête pas de parler de bouquins aussi ici. Donc, je viendrai maintenant, je le sais. Hein. Avec grand plaisir. Après tes ateliers, tu peux mettre le plaid, un petit repas sympathique. Et, mais pas ceux qui n'ont pas l'air bons sur tes vidéos. Il y en a un qui n'avait pas l'air bon. Ah oui, c'est vrai. Il était pas incroyable. Mais oui, pas incroyable, mais non. Ça faisait pas rêver, mais bon, écoute, on peut pas tomber juste à chaque fois. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir répondu présente pour cette invitation. On va évidemment suivre. Si tu as de l'actu ou autre, tu seras toujours la bienvenue. Et puis les auteurs avec qui tu travailles également. Ouais. Donc voilà, si tu as envie de faire passer le mot aux auto-édités, aux édités, enfin tout le monde en fait. Voilà, c'est open bar ici, on adore parler avec tout le monde. Il y a toujours à apprendre de toute façon. Et j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Merci pour les follow à Carissac, qui a été très actif dans le chat avec plein de questions et qui a un plaid aussi. Donc tu rejoins la team plaid, bien joué. Et merci pour le follow à Rosalib, bien évidemment aussi. C'était une super soirée. Je vois tous vos petits messages, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis, bon repos avant une autre journée bien chargée, on l'a bien compris. Merci. Alors, merci. Plus folle. Et merci à toi pour ton invitation. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et à très vite.